Alors la définition de la réputation, ça va être l'opinion des gens par rapport à une marque, un produit, une personnalité ou même un service. Donc les réputations, ça va être cette partie-là d'opinion commune des gens, mais associée au digital, donc ce qu'ils vont pouvoir ressortir de leur parcours digital quand ils vont chercher des informations sur une marque, sur un produit ou sur des personnalités. Du coup, pour moi, la réputation d'une entreprise, d'une marque ou même d'une personnalité, c'est ce que les internautes vont pouvoir ressortir d'un sujet après leur parcours digital. Si on doit aller vraiment vers quelque chose de très simple, c'est le pouls qu'on peut ressortir des 3 ou 4 maximum premières pages de Google. C'est ce qu'on peut trouver comme information, c'est les avis clients, c'est les différents articles qu'il va y avoir sur une marque ou sur un produit, et de savoir si c'est plutôt positif, plutôt négatif, plutôt neutre, si les gens ont vraiment un avis ou pas, et s'il y a des traces positives comme négatives sur tous les sujets de l'entreprise. C'est pas que par rapport à des requêtes sur Google, ça va être énormément de choses, mais il faut, pour essayer de définir un petit peu la réputation, se mettre dans la peau du consommateur. Le consommateur, sa porte d'entrée sur Internet, c'est Google, dans tous les cas. Ce qui va être après la 4e page ou la 5e page de Google n'existe quasiment plus sur Internet. Les gens ne vont pas au-delà. Dans la réputation, notamment sur des entreprises qui créent des produits ou même des services, on va avoir une très grosse importance sur les avis clients. Les avis clients, ils vont être montés hyper efficacement par Google et on va le voir tout de suite sur les premières pages. Donc c'est là que c'est important d'être en termes positifs plutôt que négatifs, d'avoir plus de contenu positif que de contenu négatif sur Google. L'opportunité d'avoir une bonne réputation, c'est de faire plus de ventes que son concurrent, par exemple. Pour le coup, lorsqu'un consommateur va chercher des informations sur un produit ou sur une marque, ou sur même un service sans forcément aller chercher directement la marque en elle-même, l'idée c'est que la marque ressorte le plus facilement possible et le plus positivement possible sur Internet, qu'on ait de bons avis consommateurs, qu'on ait des personnes influentes qui parlent du produit, qui parlent de la marque. Alors, la réputation, elle se diagnostique d'une manière assez simple et plutôt évidente. C'est d'abord, il faut écouter ce que disent les gens. Donc, il faut aller regarder sur Internet depuis 3-4 ans ce qui est disponible comme contenu, ce qui est positif, ce qui est négatif. Est-ce que la marque a des ambassadeurs? Est-ce que la marque a des détracteurs? D'essayer de faire une analyse globale de ce que disent les gens par rapport au produit, à la marque et d'évaluer un petit peu le niveau de réputation. Donc si on a énormément de contenu négatif, évidemment la réputation va être plutôt mauvaise. Si on a beaucoup de contenu positif qui écrase un petit peu des contenus négatifs, c'est plutôt une bonne situation pour la marque. Pour réagir à un bad buzz, aujourd'hui les entreprises elles sont normalement de plus en plus préparées. Donc il y a quasiment plus de bad buzz qui arrivent sans préparation pour l'entreprise. Il y a énormément d'anticipation. Les marques sont préparées à répondre à ces différents sujets. Elles sont entraînées. Maintenant, s'il y a une énorme crise qui arrive du jour au lendemain, c'est que les systèmes, les équipes de communication n'étaient pas prêtes. Alors une bonne communication de crise, elle commence par beaucoup d'anticipation. Donc elle commence par une bonne connaissance de, évidemment, sa marque, son produit, mais aussi une bonne connaissance de ses consommateurs et de la concurrence. Une bonne connaissance aussi de toutes les questions que peuvent se poser les consommateurs, de tous les problèmes qui peuvent arriver. À partir de là, normalement, on arrive à se préparer un minimum pour gérer des communications de crise et pour gérer les crises, des bad buzz qui peuvent advenir. La première étape d'une bonne communication de crise, c'est la réponse. Si on en a besoin, encore une fois, il faut faire la différence entre un signal faible et un signal fort. Un signal faible ne va pas forcément amener à une réponse directe de la part de l'entreprise qui pourrait démultiplier un petit peu le problème, alors que certains signaux faibles seront plus intéressants pour la marque et devront faire réagir beaucoup plus rapidement. Alors dans le cas où l'anticipation est difficile ou voire impossible,
La première chose, c'est de réunir une cellule de crise. C'est de réunir les bonnes personnes autour d'une table, de discuter du problème, de discuter des implications de chacun, savoir qui va prendre la parole. Généralement, c'est quelqu'un de plutôt haut placé. Est-ce qu'il faut commencer par faire parler directement le président de l'entreprise? C'est pas forcément toujours une très bonne idée. Est-ce que la communication suffit? Voilà, il y a beaucoup de questions à se poser, notamment de qui va prendre la parole et qui va porter le sujet. Il faut que ce soit une seule et même personne pendant tout le dispositif de communication de crise. Il faut que le problème soit identifié. Il faut avoir des réponses à donner aux gens. Il ne faut pas que ce soit juste une prise en compte, même sérieuse, du problème. Il faut que derrière, il y ait déjà un plan de communication qui soit disponible et facile à mettre en place pour essayer de calmer la crise. L'entreprise ne doit pas forcément s'excuser dans un premier temps. Il faut d'abord prendre en compte la plainte, ou en tout cas le problème, dire qu'elle se réunit et qu'elle essaye de comprendre les tenants et aboutissants de ce souci et qui vont revenir le plus rapidement possible. L'idée n'est pas forcément d'avoir tort ou d'avoir raison, l'idée c'est surtout de trouver des réponses et de trouver un plan pour amener des réponses. Ça peut être la création d'un site particulier pour répondre à des questions de santé, ça peut être le lancement d'un baromètre pour essayer de répondre à cette question, ça peut être un retrait de produits, ça peut être énormément de choses. La première étape, c'est de montrer que le problème il est identifié et qu'il est en train d'être pris en compte. La deuxième étape, ça va être de réagir. L'un des cas qui est un des plus intéressants selon moi de communication de crise qui a été plutôt bien géré, c'est de la part de Nestlé qui s'était fait attaquer par Greenpeace sur notamment la marque KitKat concernant l'huile de palme. Donc c'est un sujet qui est assez récurrent. Greenpeace adore aller attaquer des marques et notamment des grands groupes. Nestlé avait d'abord très très mal réagi, avait coupé toute communication, avait fermé sa page Facebook à tous les commentaires, donc les gens ne pouvaient plus venir s'exprimer sur le sujet. Donc c'était une véritable crise qui a pris en quelques heures. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est la manière dont ils se sont retournés. Et finalement, c'était il y a déjà quelques années, le social media n'était pas forcément encore très très écouté, notamment par des grands groupes, parce que c'était énormément de travail. Mais cette crise leur a permis de se rendre compte de l'importance du social media dans la communication de crise et dans la réputation. Et ça a fait tellement de bruit qu'à partir de ce moment-là, ils ont créé une social room qui est aujourd'hui en Suisse au siège, qui a une vingtaine de personnes, qui suit l'intégralité des conversations autour des marques et des produits de Nestlé pour déceler les signaux forts, les signaux faibles, savoir quand un bad buzz va éclater avant même qu'il éclate, d'essayer de comprendre un petit peu les différentes questions des consommateurs pour pouvoir anticiper d'éventuels bad buzz et suivre tout ce qui se passe autour des différentes marques de Nestlé. Ça a complètement modifié la manière dont ils ont eu de travailler après en interne dans l'entreprise et ça a vraiment défini une nouvelle organisation chez eux. Un des premiers cas de communication de crise, enfin de non-communication de crise du coup, c'est l'entreprise qui s'appelle Kryptonite, qui malheureusement a fermé en 2008 ou 2009, quasiment au moment de la crise, parce qu'un de leurs consommateurs avait essayé de contacter le service client pour leur dire que leur cadenas, très très utilisé notamment par les gens qui avaient des vélos, était facilement ouvrable avec un simple stylo bic. Le service client n'a pas répondu, personne n'a répondu, personne n'a fait attention à ce consommateur qui avait quelque chose à leur dire sur un produit et sur un mauvais fonctionnement de produit. Il a réalisé une vidéo qu'il a postée sur son blog et en seulement quelques heures, voire éventuellement quelques jours, il y avait déjà 9 millions de visiteurs sur son blog et sur sa page pour regarder cette vidéo et se rendre compte en fait qu'on pouvait ouvrir tous les cadenas Kryptonite avec un simple bic. Malheureusement, c'était trop tard pour l'entreprise, puisqu'elle a voulu répondre, elle a voulu faire un rappel de produits, essayer de régler la situation et remplacer l'intégralité des produits auprès de ses consommateurs. Malheureusement, le mal était déjà fait et quelques mois plus tard, l'entreprise a dû fermer parce que plus personne ne voulait acheter ses produits. Dans un cadre comme de crise, en community management, le plus intéressant généralement, c'est de discuter avec les gens et de répondre aux gens le plus possible en privé,
d'essayer de comprendre un petit peu la crise et de leur faire comprendre que c'est un sujet important pour l'entreprise et que ça va être traité. L'idée dans un premier temps, c'est de gagner du temps pour avoir une réponse qui soit bien construite, qui soit intéressante pour le consommateur et qu'on n'aille pas raconter n'importe quoi et trop rapidement. Ça pourrait malheureusement jouer des tours à l'entreprise et être bien pire comme communication. Alors, pour une campagne d'influence, on choisit des influenceurs qui vont forcément parler aux consommateurs que cherche à toucher l'entreprise. Donc l'idée, c'est d'aller trouver des communautés qui, par exemple, si votre entreprise est une entreprise de food, plutôt des gens qui sont intéressés par la cuisine, par la nourriture, par des choses comme ça. Qu'est-ce que l'influence? L'influence, c'est la capacité d'une personne à faire changer une mentalité, une envie, ou à créer un besoin, créer une envie pour, notamment dans nos questions aujourd'hui, pour une marque ou pour un produit. Euh, donc une influence, généralement, ça vient plutôt de personnes pour qui ce n'est pas le métier, donc c'est pas forcément des médias, ça va être, même si certains influenceurs sont devenus des médias aujourd'hui, à la base, le marketing d'influence, c'est vraiment d'aller toucher des blogueurs, des fans d'une certaine communauté, d'une certaine marque, qui ont un avis très personnel d'un sujet et pour qui il y a une communauté qui se retrouve un petit peu dans sa manière de penser, dans sa manière d'écrire et qui va être influencée par ses choix en termes de produits, en termes de marques, par les différents voyages qu'il va pouvoir faire, par sa vie en quelque sorte. L'influence passe évidemment en partie par la quantité, parce que on peut pas être influent, on peut être influent pour 2 personnes, mais finalement c'est pas forcément très intéressant pour une marque. Mais le plus important, c'est plutôt la capacité de cette communauté à interagir, à être vraiment influencé par quelqu'un. C'est-à-dire qu'un influenceur qui aurait aujourd'hui plus de 20 millions de followers, c'est plus juste un influenceur, c'est un média, c'est quelqu'un qui va vraiment gagner de l'argent ça va devenir une profession et c'est plus juste une passion. Donc il est peut-être moins influent que des petits influenceurs qui auraient 2-3 000 personnes qui les suivent vraiment au jour le jour, qui écoutent vraiment leurs conseils et qui considèrent que leurs choix ne sont pas encore définis par des marques et par des partenariats, mais que c'est vraiment des choix personnels et qui ont envie de leur faire confiance. Alors, pour travailler aujourd'hui avec des influenceurs, il y a énormément de possibilités. Il y a de plus en plus d'acteurs qui existent, qui sont devenus en quelque sorte des mini-agents d'influenceurs, qui regroupent des listes entières d'influenceurs et de personnes qui vont pouvoir répondre à certaines questions pour votre marque et à créer un partenariat avec la marque. Aujourd'hui, le plus intéressant dans mon cas, c'est d'aller trouver des influenceurs moi-même, de les contacter, d'être proche d'eux, de savoir ce qu'ils font, de savoir ce qu'ils écrivent, de comprendre un petit peu leur univers, de comprendre leur communauté et ce qui fait que leur communauté est vraiment impliquée et va vraiment écouter ce qu'il a à raconter. Le retour sur investissement d'une campagne d'influence, elle se calcule d'une manière un petit peu similaire à du média. On va calculer le coût au contact, on va calculer une équivalence en achat d'espace, on va calculer une amélioration sur le référencement de la marque. On va vraiment aller sur des datas qui sont très proches d'une campagne de médiatisation et qui vont permettre à l'entreprise de gagner en netlinking, de gagner des contacts, d'avoir peut-être même une meilleure notoriété. Et c'est sur ces KPI-là qu'on va aller essayer d'influencer quelque chose. Moi, j'utilise des outils au quotidien pour gérer les campagnes de marketing d'influence. Après, notamment en agence, on utilise plutôt des outils qui sont payants. Je travaille beaucoup avec Digimind, qui est un outil de veille, et donc notamment de veille, mais aussi
de suivi de tout ce qui est hashtag, de mots-clés et de personnalité, qui nous permettent d'avoir une idée de l'audience qu'on aurait pu toucher par rapport à un hashtag, par exemple, et d'avoir une idée globale du nombre de mentions qu'on aurait récupérées, de la visibilité d'une opération, de la visibilité même de la marque et du produit. Ce qui nous permet de faire des comparaisons entre avant et après une campagne de marketing d'influence ou avant et après une campagne média, par exemple.